Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais expliquer en détail le chapitre 13, thème 3, SVT première, intitulé Altération du génome et cancérisation. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à me proposer en commentaire d'autres idées. A noter que cette vidéo explique tout le chapitre en détail et constitue alors un support suffisant à préparer les examens. Commençons sans plus tarder par la première activité qui s'intitule Les cancers et leur origine génétique. On le sait, le cancer est devenu une priorité de santé publique majeure. Fait intéressant, des tumeurs osseuses fossilisées ont été retrouvées sur des momies. En d'autres termes, le cancer a potentiellement toujours existé et menacé l'humain. Mais alors, comment se met-il en place ? Cela se subdivise en 4 étapes que l'on appelle les étapes de la cancérisation. Tout d'abord, une cellule, somatique ou germinale, subit une mutation dans un gène qui joue un rôle majeur dans la division cellulaire mitotique. Par exemple, il existe des gènes qui favorisent l'entrée en mitose, ce sont des proto-oncogènes, et d'autres qui sont appelés suppresseurs de tumeurs, qui, comme leur nom l'indique, limitent la probabilité d'une cellule de se diviser anormalement. En les mutant, on peut induire des protéines dysfonctionnelles qui soit ne vont plus marcher, on parlera alors de mutation perte de fonction, ou bien qui vont surfonctionner, on appellera cela une mutation gain de fonction. En conséquence à cela, la cellule, plus régulée par ses points de contrôle du cycle cellulaire, va commencer à se diviser de façon excessive, formant alors une masse cellulaire bénigne. Toutefois, à ce stade, la cellule est toujours en partie contrôlée par l'organisme et la cellule, hormis la mutation de l'oncogène, est saine, dans le sens où, hormis cette mutation, elle n'emporte pas d'autres néfastes. Toutefois, en passant outre certains points de contrôle du cycle cellulaire, la cellule va commencer à accumuler des mutations dans d'autres gènes, générant une cellule dite cancéreuse. Par exemple, les télomérases sont suractivés, induisant une immortalité cellulaire. Certains gènes impliqués dans la mobilité sont aussi activés et peuvent induire un déplacement cellulaire vers d'autres sites. Au final, cette cellule cancéreuse va continuer à se diviser de façon excessive et cela aura pour impact la formation d'une tumeur maligne. Aussi, le document 2 met en avant un point très important. Au fur et à mesure que la tumeur grossit, elle a besoin davantage de glucose et de dioxygène pour son métabolisme, car de plus en plus de cellules la constituent. De ce fait, les cellules vont se mettre à sécréter des messagers chimiques comme la molécule VEGF qui stimule l'angiogénèse, c'est-à-dire la formation de vaisseaux afin d'irriguer encore plus la tumeur. C'est donc un cercle vicieux. Plus la tumeur grossit, plus elle a besoin de sang. Donc plus elle sécrète des facteurs angiogéniques. Et donc plus elle en sécrète, plus elle sera irriguée et donc grosse. Ce graphique reprend une notion dont on a parlé lors des étapes de cancérisation. Les proto-oncogènes, ce sont des gènes qui stimulent la progression de la mitose, ou bien qui inhibent des répresseurs du cycle cellulaire. Donc, s'ils sont mutés et rendus surfonctionnels, ils vont favoriser l'entrée en mitose de façon discontrôlée, favorisant l'émergence d'une tumeur. Les anti-oncogènes, quant à eux, sont des facteurs qui bloquent la progression de la mitose en cas de dommage ou mutation de l'ADN. Et en cas de mutation perte de fonction, plus de régulation négative du cycle cellulaire ne sera réalisée et la cellule commencera à se diviser de façon incontrôlée également. Lorsque ces gènes impliqués dans la régulation de l'avancement du cycle sont mutés, on les appellera des oncogènes. Et générer ces oncogènes, comme on vient de l'expliquer, va augmenter le risque de développer une tumeur. Et c'est ce qui est clairement mis en évidence dans cette expérience, où l'on compare différents fonds génétiques chez des souris et le pourcentage d'entre elles développant des tumeurs. On remarque distinctement que plus l'on accumule des mutations sur ces gènes clés de la mitose, plus le risque de former des tumeurs devient élevé. De ce fait, chez le simple mutant RAS, 50% des souris développent des tumeurs, tandis que ce taux atteint 100% chez les doubles mutants hétérozygotes pour RAS et MYC. Maintenant que nous avons vu la théorie sur la survenue d'un cancer, essayons de s'intéresser à sa transmission. Et pour cela, analysons le cas du cancer du sein. On remarque sur cet arbre généalogique la transmission d'un allèle qui augmente fortement les chances de développer un cancer du sein. On voit tout d'abord une chose intéressante. La mère, en génération 1,
posséder nécessairement l'allèle BRCA muté, car sa descendance le possède en partie, mais n'a pour autant pas développé le cancer du sein. Cela veut donc dire que certes, posséder la version mutée de ce gène augmente les chances de développer un cancer du sein, mais cela n'est pas obligatoire. Et il existe un mot en génétique pour définir cela, c'est la pénétrance incomplète. Ça signifie que deux individus peuvent posséder le même allèle muté, mais sans pour autant présenter les mêmes effets phénotypiques. Le risque associé à cet allèle est très élevé, près de 80% de risque de développer un cancer. Et une chose intéressante est que bien que ce gène ne soit pas localisé sur un chromosome sexuel, il impacte phénotypiquement préférentiellement les femmes. Et cela est lié à plusieurs raisons, notamment hormonales, qui tendent chez les femmes à favoriser la division cellulaire au sein de ces tissus. On peut passer alors aux facteurs de risque qui augmentent les probabilités de développer un cancer. Bien que des mutations héritées peuvent augmenter les risques, la survenue d'un cancer dépend aussi grandement de l'environnement. Par exemple, chaque année, 7 millions de personnes décèdent à cause de la cigarette, et ce de par les nombreuses substances cancérigènes qu'elle contient. Parmi elles, le goudron est probablement le plus dangereux, car une fois dans l'organisme, il est transformé par des enzymes en métabolites réactifs qui vont se lier à l'ADN et augmenter le risque de mutation au locus de liaison. Si cela touche alors un proto-oncogène ou un anti-oncogène comme P53, la cellule peut commencer à se dérégler du point de vue physiologique et à se diviser de façon incontrôlée, accumulant alors des mutations à l'origine d'une instabilité génétique. Un autre facteur de risque bien connu est l'exposition au rayonnement ultraviolet. Il existe en réalité 3 types de rayonnement UV. Les UVC, les plus énergétiques, bloqués par la couche d'ozone, et les UVA et UVB de plus haute longueur d'onde et donc moins énergétiques. Bien que leur énergie soit plus faible, une forte exposition à ces UV peut favoriser la formation de cassures directes de l'ADN, qui sera partiellement réparée par un mécanisme appelé non-homologue end joining, mais qui introduit généralement des mutations. Les UV peuvent également intervenir dans d'autres processus de cancérogénèse, en formant des dimères de pyrimidine, qui sont des lésions de l'ADN qui lient de manière covalente deux bases adjacentes, ayant pour conséquence un plus haut taux d'erreur lors de la réplication de l'ADN. Mais la liste est encore longue et d'autres facteurs sont à considérer, comme l'obésité, l'alcool ou encore l'alimentation. Aussi, une notion très importante, que ce soit dans le domaine endocrinologique ou du cancer, c'est la notion d'effet synergistique. En effet, le fait de cumuler des facteurs de risque ne va généralement pas simplement additionner les risques de survenue d'un cancer, mais bien les multiplier comme en témoigne ce tableau. Ici, on répertorie le nombre de survenues de cancer des poumons chez les professionnels du bâtiment, en fonction qu'ils aient été exposés à l'amiante et à la cigarette. Pour la cigarette seule, 11 personnes ont eu un cancer. Pour l'amiante, 5. Donc, on s'attendrait à ce que 16 personnes en moyenne aient développé un cancer en étant exposées au tabac et à l'amiante. Mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas et ce nombre est multiplié par 4 avec environ 53 cas de cancer. Enfin, depuis quelques années, les scientifiques se sont rendus compte d'une cause auparavant insoupçonnée du cancer, les infections virales ou bactériennes. En effet, en infectant notre organisme, les agents pathogènes génèrent un micro-environnement très inflammatoire, dans lequel de nombreuses cellules de notre organisme vont être abîmées. Ce faisant, beaucoup de mécanismes de réparation, souvent imparfaits, vont se mettre en place, et cela va induire des mutations. De plus, dans certains cas, comme le papillomavirus, l'ADN du pathogène peut s'insérer dans notre génome, et pas n'importe où, souvent dans des régions fortement exprimées, comme certains régulateurs du cycle cellulaire, pouvant alors entraîner une perte de fonction de ceux-ci. Face à tous ces risques, peut-on alors tenter de prévenir l'apparition du cancer? Et dans le cas échéant, comment tenter de le traiter? Évidemment, la meilleure méthode de prévention est de sensibiliser la population aux risques de certains facteurs environnementaux, avec des campagnes publicitaires ou une hausse des prix de certains produits dangereux. Aussi, le dépistage est fondamental, car plus un patient porteur d'une tumeur attend, plus il y a de risques que celle-ci ait accumulé de mutations et qu'elle soit alors agressive ou métastasante. De ce fait, après diagnostic au stade 1, un cancer du sein a 100% de chance de survie après 5 ans,
mais seulement 20% au stade 4. Dans le cas du papillomavirus, virus oncogène, un traitement anticancéreux est alors proposé aux jeunes filles, car ce virus est responsable de 99% des cancers du col de l'utérus. Les essais cliniques montrent son efficacité, notamment en ce qui concerne la diminution des risques de lésions précancéreuses. Malheureusement, si malgré les mesures préventives, le cancer est déjà là, il faut des mesures réactives dans le but de limiter son développement. C'est le cas de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, qui reposent sur des principes techniques fondamentalement différents. La chimiothérapie est un traitement systémique. Elle utilise des substances chimiques injectées ou ingérées qui circulent dans tout le corps pour bloquer la division cellulaire ou bien provoquer l'apoptose des cellules cancéreuses. A l'inverse, la radiothérapie est un traitement ciblé, localisé, qui utilise des rayonnements à haute énergie, comme les rayons X, pour détruire l'ADN des cellules cancéreuses directement au cœur de la mutation, entraînant leur mort et la réduction de la masse tumorale. Cette différence de portée influence directement leurs effets secondaires et leurs efficacités. Alors que la chimiothérapie peut affecter des cellules saines dans tout l'organisme, causant des nausées ou perte de cheveux, la radiothérapie n'impacte que les tissus sains situés à proximité immédiate de la zone ciblée, provoquant parfois des brûlures locales. Enfin, si la chimiothérapie est privilégiée pour des cancers généralisés, la radiothérapie est l'outil de précision par excellence pour traiter des zones très spécifiques. Il existe également une troisième méthode extrêmement prometteuse, l'immunothérapie, qui a pour but d'activer le système immunitaire du patient contre la tumeur. Ce mode d'action s'oppose à la chimiothérapie classique, qui s'attaque directement aux cellules tumorales. Très souvent, dans le cadre de cellules tumorales, la multitude de mutations peut faire qu'elle exprime au hasard des protéines du point de contrôle immunitaire, ayant pour effet d'inactiver les cellules immunitaires. Aussi, il se peut très bien que les antigènes associés à la tumeur soient si proches de nos antigènes sains qu'aucun lymphocyte T ne puisse cibler les cellules cancéreuses. De ce fait, il existe plusieurs possibilités. Inhiber les points de contrôle immunitaires pour surstimuler l'immunité du patient et forcer la reconnaissance de la tumeur. On peut également former au laboratoire des lymphocytes T modifiés ayant un récepteur spécifique aux antigènes de la tumeur. Cette nouvelle technique semble extrêmement efficace, mais seulement sur certains cancers, comme les lymphomes, où l'on observe une chute drastique des souris atteintes de lymphome après vaccination. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains projets. Je vous souhaite plein de réussite. À bientôt!